quand j'étais allé donc j'ai fait cette keynote à Montréal, et donc je m'étais posé la question parce que quand j'ai rédigé cette keynote, c'était fin 2023, l'année dernière, donc il y a un an. Et il y avait le début de GPT-3, donc de chat GPT-3, mais surtout GPT-3 et ce qu'avait fait OpenAI. Et on parlait beaucoup du fait que ces outils-là pouvaient générer du code. En plus, on voyait beaucoup d'exemples de générer du contenu texte, hein, pour les utilisateurs qui posaient des questions. Ça sortait des trucs assez impressionnants. Et donc la question se posait sur générer du code. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, est-ce qu'il va y avoir un impact pour le métier de développeur? Et en réalité, est-ce que c'est vraiment ça le métier de développeur, générer du code? Alors, je pars, là, dans la présentation, c'est un peu différent, parce que bon, c'est par rapport à ce qu'on disait, quel est l'avenir du métier de développeur, c'est pas tout à fait exactement ce que je présente ici, dans cette présentation, mais je vais quand même en parler. Parce que l'idée, c'était de dire, voilà, est-ce que les outils qui sont en train d'arriver, là, parce que beaucoup de gens disaient, voilà, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, entre guillemets, un bon paquet de personnes vont perdre leur job. Donc je me suis dit, est-ce que ça va être le cas pour les développeurs? Et je me suis dit, qu'est-ce qu'un bon développeur? En fait, généralement, quand on se pose la question, on prend un CEO d'une boîte, on lui dit, à votre avis, le développeur, qu'est-ce qui est important? Et souvent, le point qui remonte, c'est la productivité. Donc, productivité, qu'est-ce que ça veut dire en tant que développeur? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu fait des recherches et je me suis rendu compte que ça dépend un peu des époques, mais au début, dans les années, alors je crois que c'est les années 60, ouais, fin 60, la productivité du développeur, c'était le nombre de lignes de code. Donc en fait, on s'apercevait, il y avait des gars qui avaient fait des mesures et qui disaient que un bon développeur produit 28 fois plus de lignes de code que le mauvais développeur. 28, c'est des sacrés ratios. Et c'est assez impressionnant, mais en réalité, on s'apercevait qu'à l'époque, dans les années 68, là, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de compilateur, il n'y avait pas de... On écrivait du code qu'on balançait, je crois, sur des cartes perforées. J'ai pas connu cette époque, hein. Et donc, il n'y avait pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Le truc était lancé dans la machine, et si ça pétait, fallait repartir à zéro, réécrire le truc. Enfin, c'est assez fastidieux. Donc, un bon développeur, généralement, il avait un peu le compilo dans sa tête, j'imagine, et puis tout un tas de choses qui faisaient que, voilà, écrire le code, déjà, vu le nombre d'étapes qu'il y avait pour aller le balancer dans la machine, où il fallait ne pas faire d'erreur, un bon développeur, finalement, le nombre de lignes de code, c'était déjà une prouesse d'arriver à faire un truc qui marche, quoi. Mais bon, donc 28 fois le ratio, c'était assez impressionnant. Et alors, bon, du coup, je me suis dit, bon, ça, c'était les ratios des années 68, mais est-ce que si je demande tout bêtement à ChatGPT, est-ce qu'il est lui-même un bon software engineer? Donc, en réalité, est-ce qu'on pourrait se dire que la machine elle-même se considère comme bon ingénieur? Et là, la réponse qu'on voit ici, c'est qu'en gros, c'est une réponse assez neutre. On sent que les mecs avaient peut-être prévu le fait que les gens se posent ce genre de questions pour pas poser de problème. Ils ont fait probablement préparer des réponses qui sont pas trop engageantes. C'est ce qu'on sait, hein, qu'avec les entraînements de ChatGPT, ils ont essayé de verrouiller certains trucs pour éviter qu'il y ait des backdoors, enfin des backdoors de prompt, où les gens pourraient lui faire dire n'importe quoi. Bon, là, lorsqu'on demande à ChatGPT est-ce que tu es bon cuisinier, bon truc, souvent la réponse est assez rassurante, on va dire. Alors, j'en ai profité pour expliquer du coup comment avait été entraîné ChatGPT. Et effectivement, à la base, ChatGPT, c'est basé sur un large language model. Mais ce qu'ils font, c'est qu'en réalité, après, ils vont large langage model, c'est un système en fait qui consiste en parcourant du texte écrit sur l'ensemble de ce que l'on peut trouver sur Internet, la machine apprend les structures, on va dire, du texte, et arrive, entre guillemets, à prédire ce qui pourrait être la succession d'une série de mots. Parce que justement, ayant parcouru des tonnes de documents, elle a quelque part créé un réseau de neurones, donc un truc avec des systèmes de poids, etc., pour vulgariser très rapidement. Donc elle était capable du coup de créer un système qui va prédire les meilleures successions de mots. Alors, au début, ce qu'on voit lorsque nous, on utilise notre téléphone et qu'on tape 3 mots,
ça complète enfin, on tape quelques mots, ça complète quelques mots. Là, l'idée, c'est que les fenêtres sont beaucoup plus grandes et ça peut générer des séries de textes qui peuvent même être des paragraphes, comme on l'a vu. Et ce qu'ils font, c'est que enfin, le truc qui était assez impressionnant avec ChatGPT, c'est qu'ils ont rajouté une couche par-dessus ça, qui est du coup la partie un peu prompt, où les gens peuvent poser des questions, peuvent écrire du texte, et en fait, on entraîne par-dessus ce langage modèle qui est sur des choses assez neutres que l'on trouve sur Internet. On l'entraîne après avec des exemples de questions-réponses où des humains ont supervisé, des humains ont fait un apprentissage supervisé, ont appris à la machine les bonnes réponses types qu'il faudrait mettre à une question donnée. Donc en se faisant un sous-ensemble, un sous-entraînement plus modeste, donc non pas sur des milliards de textes, mais sur des centaines de milliers, des milliers de textes, de questions-réponses, ils ont fine-tuné le modèle pour faire en sorte que là, quand on lui pose des questions, il arrive à répondre quelque chose d'assez cohérent. Et ensuite, alors je me rappelle plus le step 3 qui est, il y a un système aussi de renforcement où ils essaient de réajuster le modèle pour qu'il soit plus efficace. Je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne, il faudrait que je relise mon article, j'ai pas potassé cette partie-là. Donc je faisais un petit rappel sur comment fonctionnait ChatGPT. Et en fait, eux-mêmes, dans la OpenAI, a proposé un outil qui s'appelle Codex, où en gros, on peut lui décrire ce qu'on veut faire. Donc là, on voyait à gauche, il dit fait que la balle rebondisse à droite à gauche, et ça génère le code qui fera le truc qui fait que la balle rebondit de droite à gauche. Alors, ça peut paraître assez impressionnant. Bon, c'est vrai que je crois que l'exemple existe en ligne. On peut taper des trucs et ça génère des choses. Effectivement, on voit que ça génère du code qui tient la route, qui a l'air de fonctionner. Et ça va même jusqu'à faire, là, il y avait la petite démo là que j'avais mis à l'époque, je ne sais pas si elle tourne encore, où en gros, les mecs, étape par étape, ils expliquent, voilà, ajoute une image de 500-500, crop là en cercle, paf, ça génère le code à droite, et ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure qu'il tape un truc, ça fait un jeu. Alors donc là, elle rebondit, il y a une astéroïde, animate. Donc à chaque fois qu'il tape un truc, le mec, poum, ça écrit le code à droite là, donc il va taper un machin. Function name for asteroid movement, pouf, il va taper entrée, ça va créer une fonction animate astéroïde qui fait le bidule. Donc là, quand il va faire run, on verra l'astéroïde qui se balade. Voilà. Et ainsi de suite, et il va finir par faire son jeu. Et il y a tout qui marche du premier coup. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Alors en fait, on se doute bien que Bon, les montages, on sait faire. Évidemment, quand les mecs font des démos, ils vont pas s'amuser à faire un truc qui marche pas. Je pense que c'est un peu comme l'exemple du Hello World. C'est un truc, moi-même travaillant dans le domaine enfin, je connais un peu le domaine parce que le métier de ma dernière boîte, c'était justement d'analyser des contrats avec du texte. Et quand tu fais des démos, tu vas pas prendre un truc complètement exotique, tu vas prendre un truc qui en général est bien rodé, quoi. Donc là, évidemment, c'est un truc bien rodé. Bon, le résultat est impressionnant parce que tu te dis, en fait, il suffit que tu aies un mec à gauche qui tape un truc, à droite, ça te fait le code. Finalement, le code, on le voit, il est assez moche. Enfin, il est assez moche. Mais il fait le job, donc on s'en fout, en fait, quelque part. Alors, il donne 2-3 hints, là, comme on voyait, il donne des noms de fonctions. Alors, j'accélère un peu. Mais quand même, voilà, ça arrive à détecter les collisions, etc., etc. Ça peut paraître impressionnant. Après, pour contrebalancer ça, c'est justement pour montrer la limite du truc, c'est qu'en fait, c'est bien pour écrire du code, mais quand on demande des choses précises, justement, qui sont de l'ordre plutôt de l'ordre des, pas de l'approximation, de fait. Donc quand on lui demande un truc genre 3 puissance 73, donc une calculatrice va avoir aucun problème. Là, en réalité, ça n'a rien à voir. Donc Wolfram Alpha, qui est un genre d'outil où on peut poser des questions mathématiques, donne le vrai résultat, 67 585. Là, si on demande à ChatGPT, ça sort un truc. En fait, c'est normal. Il essaie de deviner, en se basant sur ce qui est écrit, la suite des mots qui pourraient correspondre. Si jamais personne, donc là maintenant, je pense que si on lui redemandait cette question-là, il répondrait à la bonne question, parce que quelqu'un a dû écrire cet article puisque je crois que c'est écrit là, oui. Donc si jamais il n'a pas trop vu ce truc-là, il essaye de deviner ce qui pourrait être dit et deviner la séquence de mots avec un chiffre exact sur un calcul, faut y aller, quoi, faut avoir du bol. Donc les cas les plus fréquents, genre 3 puissance 3, 3 puissance 7, on les aura peut-être parce que quelqu'un a dû l'écrire dans une table quelque part. Par contre, effectivement, des trucs un peu exotiques, ça va être compliqué. Autre limitation, là, il y avait un exemple qui montrait le jeu d'échecs. Donc, en fait, le jeu d'échecs, les mecs, ils s'entraînent, ils ont les positions des pièces en disant Queen en E4,
bishop en E6. Donc on voit que le jeu se passe à peu près bien parce que les premiers mouvements, quand on donne une séquence à ChatGPT, on lui dit bah voilà, donne-moi le mouvement que tu jouerais toi. Il arrive à sortir des trucs cohérents, puis là il commence à y avoir des trucs qui vont déconner. Alors si vous êtes bons aux échecs, vous allez vite le voir. Donc là le cavalier il a l'air de bien se placer. Là, le truc, le bishop, il va là, il se déplace, c'est encore cohérent, le pion, il avance ici, c'est bon, là, le cavalier, il prend, et là, plus on va aller loin, vous allez voir, ça va commencer à partir en sucette. Déjà, le cavalier, il vient de faire un mouvement qui n'existe pas. Là, je l'ai raté, mais bon, là, le pion, ouais, c'est bon, là, la reine, elle va là, là, ça va à peu près. Là, la reine, elle passe par-dessus le pion. Bon, le roi, on sait pas trop ce qu'il fout là, le cavalier, alors là, ouais, bon, bref, il commence à complètement être paumé, parce qu'en fait, on est profond dans le jeu, et là, les séquences, elles sont plus trop connues, quoi. Alors évidemment, si on tombe sur une partie connue, il va arriver à la rejouer parce qu'il a peut-être vu, mais alors bon, vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance, voilà, ce mouvement est complètement délirant. Donc là, il hallucine les mouvements qui n'existent plus du tout, et on voit la limite de la profondeur du raisonnement. En fait, la machine là, elle n'a pas été capable de comprendre les règles en quelque sorte du jeu d'échecs. Elle joue de façon empirique, un peu comme vous savez, des fois il y a des gens qui au lieu d'apprendre une règle, ils vont essayer un peu comme ma mère, quand je lui ai expliqué comment il fallait démarrer Windows, elle notait tout sur un papier, je lui dis tu cliques en bas à gauche et tu vas sur l'icône, je sais pas quoi. Et donc elle notait je clique en bas à gauche. Je lui ai dit non, c'est pas ça le truc. C'est de comprendre que voilà, il y a des boutons qui s'enchaînent et que c'est pour faire des actions. Donc là, c'est un peu le même principe. Alors, en revanche, ce que j'explique, c'est qu'effectivement, bon, à l'époque, en début d'année, GPT-4 n'était pas sorti, mais bon, vous voyez qu'effectivement, ce qu'on avait l'air de dire, c'est que, ok, c'est peut-être limité, mais si ça se trouve, sur un jeu de la puissance, le jeu d'échecs, il va finir par y arriver. Et effectivement, la question, c'est que là, on s'aperçoit qu'on part d'un truc pas très... GPT-3 était déjà assez impressionnant en nombre de paramètres qu'il avait, donc le nombre de tokens qu'il avait injectés, là, ingérés. Et là, on voit qu'on s'aperçoit que c'est GPT-4, c'est vraiment un niveau au-dessus. Donc peut-être qu'avec une puissance infinie, on finira par toutes les combinaisons de jeux d'échecs et le truc, il arrivera à identifier, ou du moins très proche de la vérité, hein, avec une margeur très faible, arrivera à faire des trucs qui donneraient l'impression qu'il ne se trompe jamais. Et donc aussi de l'autre côté, il y avait, donc j'évoque le fait, et là ça nous intéresse un peu plus, que quand on fait un peu, là j'expliquais qu'il y avait le chat où on pose des questions et il répond, mais en réalité on peut l'entraîner un petit peu différemment, les large langage model, pour arriver à générer du code. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a les gars de DeepMind. Alors DeepMind, vous savez, ils ont fait AlphaGo, ils se sont dit on va faire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont ils se sont dit on va prendre du code, du texte, hein, on va s'entraîner sur le texte de GitHub. Et on va aussi prendre les codes contest. Alors, les codes contest, c'est des trucs où, quand vous passez les tests d'embauche, là, on vous dit, on vous file des algos et il faut écrire le code qui correspond à l'algo, le meilleur code. Donc, il y a des problèmes comme ça, genre trier une liste par ordre croissant. Bon, des problèmes très faciles, mais des trucs beaucoup plus compliqués. Bon, généralement, c'était des tests d'embauche, mais je crois que, en fait, moi, j'ai pas pratiqué ce genre de truc, mais je crois qu'il y a des sites où on peut passer ces tests-là et avoir un score. Et du coup, quand on arrive pour un job, on dit, sur cette plateforme, j'ai tel niveau parce que voilà, j'ai fait les problèmes les plus durs en moins de temps. Voilà. Donc, eux, ils ont pris ces machins-là, ils ont pris donc le code, ils ont entraîné leur modèle sur GitHub, ils ont pris les codes contest avec les problèmes et les solutions. Un peu comme j'expliquais, où le gars, on l'entraîne à un problème donné, ils ont écrit la solution. Et donc, ils fine-tune leur modèle. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent des millions d'exemples, des milliards même, je ne sais plus. Donc, ils rentrent des nouveaux problèmes, ils génèrent des millions d'exemples. Sur ces millions d'exemples, ils filtrent. Alors, je ne me rappelle plus très bien s'ils filtrent avec les tests unitaires ou des choses comme ça, qu'il faut au moins que ça compile ou des choses comme ça. Il en reste un petit peu. Et sur ce qui reste un petit peu, il regarde si finalement le résultat qui est généré est correct. Alors je ne sais plus si c'est parce qu'il se base sur l'attendu, hein, donc le expected de l'exercice. Et en entraînant le truc comme ça, ils améliorent leur système. Et donc après, ils le font jouer sur des tests réels. Et là, on s'aperçoit, par exemple, là, on a un exemple de description du problème avec tout le truc. Hein, donc là, c'est tout le descriptif. Et là, le système génère ce code-là en Python. Oups, pardon. Je reviens en arrière. Ce que j'expliquais, c'est que c'était assez rigolo, parce que finalement, l'exemple ici, là, vous voyez, le nombre de textes qui est filé avec tous les exemples pour finalement très peu de lignes de code. Et c'est un peu paradoxal, c'est qu'on se dit, en réalité, ça devient marrant, parce que le descriptif est plus long que le code lui-même. Le descriptif, il doit être le moins ambigu possible, alors que le code, finalement, pour pouvoir écrire le code qui n'est pas d'erreur, on pourrait se demander si ce serait pas plus rapide d'écrire le code directement.
Dans ce cas-là, ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des exemples, des machins, des explications qui t'expliquent tout le truc en langage humain, mais finalement, en langage machine, le truc, il est hyper concis et il fait exactement ce qu'on veut. C'est ça l'ironie du truc, c'est qu'en réalité, parce que bon, la question qu'on se pose, c'est admettons qu'on a un outil qui génère du code, mais est-ce que ça nous rend plus productif? Si pour générer le code, il faut écrire du texte aussi long que ça, est-ce qu'on sera aussi productif? Alors, d'aucuns diront que bah non, en fait, les mecs qui font les specs, ils vont quand même toujours faire les specs. On n'échappera pas à ce truc-là. Mais ça veut dire peut-être que enfin, moi, dans ma vie de développeur, quand je pratiquais, les specs, c'était jamais aussi bien écrit que ce truc-là, hein. Les mecs, ils arrivaient à Ouais, leur puis c'est parler pas du aussi bas niveau. Ouais, oui, c'est bien sûr, bien sûr. Mais bon, faut pas. Là, le truc, il est vraiment fait pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, donc il est parfait ouais. le descriptif là. Souvent, il y a plein de trucs flous que tu dois interpréter. Et c'est là justement où je reviendrai plus tard, c'est que c'est pas juste que du code, quoi. Mais bon, donc, il montre bien qu'AlphaGo se démerde super bien parce qu'il a en fonction des différents tests de compétition, hein, il a des scores qui sont assez bons, voire non, pardon, en fonction des différents exos, il arrive à s'en sortir super bien. Et donc, il est quand même au-dessus de, alors je sais plus, il a un niveau un peu comme dans les jeux d'échecs là. Il a un niveau qui est quand même largement au-dessus de la moyenne, hein, je crois, si je comprends, je me rappelle de comment c'est estimé, mais bon, il s'en sort très très bien. Pas aussi bien qu'un super, quelqu'un qui serait top niveau, qui aurait tout complété, mais quand même assez bon niveau quand même, selon les critères de ce genre d'exercice. Il y a un autre truc, alors là, on voyait, c'est du code, AlphaGo faisait du code assez brutos, quoi, c'est-à-dire c'est direct une fonction qui fait un truc, quoi, mais en fait, on se disait, bon, bah, est-ce qu'on est capable de faire du code structuré avec des fonctions, etc. Et en fait, bah, il y a les gars de Stanford, je crois, qui ont développé un outil un peu plus impressionnant parce qu'il arrive à construire, donc il décompose framework, hein, il arrive à construire un assemblage de fonctions. Donc en fait, il décompose en petits problèmes un problème plus grand. Et c'est ça qui est fort, parce que là, le coup d'avant, vous voyez, c'est du code qui est généré un peu en procédural, là, en linéaire, le truc, il accumule du code comme ça, ligne à ligne. Là, le truc impressionnant de Parcel, c'est que là, ça reconstruit des fonctions. Ça fait une construction, on va dire. Alors, je sais plus si c'est en arbre, mais ouais, un graphe. Voilà, c'est un graphe et avec des dépendances entre les différentes fonctions qui s'appellent, etc. Et donc, chaque fonction ayant un job, entre guillemets, une chose à faire, bah, ils peuvent optimiser très localement le code pour arriver à faire, et tester aussi très localement le code pour arriver à faire ce qu'ils espèrent faire. Et ce qu'ils ont essayé de démontrer, c'est qu'avec cet outil-là, en présentant un problème, ils ont réussi à coder, alors si je me souviens bien, je l'ai peut-être après, à coder un interpréteur Lisp, ce qui est pas dégueu, avec je sais plus combien de fonctions, une trentaine de fonctions. Donc en fait, ils ont généré un code capable de faire un interpréteur Lisp, qui est pas un truc forcément trop compliqué quand même, hein, et bon, mais qui fonctionnait comme il faut, c'est-à-dire sans erreur, avec ce système qui arrive à décomposer un problème en sous-problème qui lui-même est validé indépendamment. Euh, donc ça montre bien qu'à un moment donné, c'est même pas juste pisser du code, c'est structurer du code. Là, ça devient assez impressionnant parce qu'on se dit, bon, voilà, grosso modo, la machine est capable de faire non pas juste des tâches assez bêtes, mais commence à structurer les données. Et là, justement, la question se pose, c'est, OK, ça veut dire, est-ce qu'on aussi, on peut lui demander de trouver des algorithmes, en quelque sorte, pas juste produire du code en se basant sur des exemples qu'on aurait vus. Et en effet, oui, c'est possible, mais c'est un peu brute force. Alors, c'est-à-dire que là, il y a un cas de figure, bon, ça date un peu, un cas de figure où là, en utilisant un peu le même code qu'AlphaGo, parce qu'il s'agit d'opérations matricielles, les gars de DeepMind, je crois que c'est DeepMind qui a réussi à trouver un algo de produit de matrice plus rapide que ce qui existe, enfin plus rapide que ce qu'on a, enfin ce qu'on a déjà trouvé. Donc ils ont trouvé un algo inédit qui est plus efficace que tous ceux qu'on connaît déjà. Alors moi, je connaissais pas trop la situation. Je pensais que les algos de multiplication matrice, c'était un problème résolu, mais non, en fonction de la taille et de la dimension, on peut encore optimiser. Il y a des optimisations assez incroyables. Et donc, ils montrent que sur des cas de figure, bah, ils arrivent à faire mieux que ce qu'on connaît déjà. Donc, alors bon, je me rappelle plus non plus du détail, mais sur une matrice de 4, 5, 5, bon, alors je me rappelle plus non plus, mais bon, ils font mieux. Alors, par contre, le code généré est très très brut. Donc là, c'est du brute force. Donc on voit que sur ce cas de figure, ça génère toutes ces opérations-là. Donc en fait, le truc il déroule l'ensemble des opérations, mais en complexité, c'est plus faible que
nos algos ou ceux qu'on connaît ou les meilleurs algos qu'on a trouvés. Alors c'est assez brute force, mais ça montre quand même que, bon, mine de rien, le machine learning peut produire des solutions qui sont plus efficaces qu'un humain en termes d'algorithme. Mais donc ce que j'explique, c'est que ok, c'est bien, c'est sympa d'avoir des outils comme ça qui génèrent, mais ça reste que des outils. Et en réalité, mon constat, c'était de dire, depuis toujours, finalement, si on remonte à 68 jusqu'à maintenant, on a eu des outils qui nous ont aidés à être plus productifs, entre guillemets. Et c'est pas la première fois qu'on dit oui, le métier de développeur va disparaître, etc. Parce que dans les années, alors je crois 90, il y a eu un grand boom de ce qu'on appelait le RAD. Et je crois que les mecs à l'origine, d'ailleurs, je me demande si c'est pas l'équipe de les mecs de Steve Jobs là quand ils ont fait Next, qui ont lancé leur outil Interface Builder, donc sur Next, qui ont fait un outil où un mec avec des souris et des fenêtres pouvait coder quasiment sans faire de ligne de code, en fait, faire une application sans écrire de ligne de code. C'est un peu le principe, donc de dire voilà, il y a plus le développeur, il est mort, maintenant on peut faire des applis avec du clic-bouton, ça va le faire. Bon, la réalité est que finalement, ça n'a pas détrôné. Et d'ailleurs, ce genre d'outil, à ma connaissance, finalement, ça reste un peu anecdotique. Alors, il y a des gens qui s'en servent, c'est sûr, c'est encore pratiqué, mais finalement, c'est qu'une toute petite partie du développement. Mais à l'époque, c'était un grand truc. Je sais que dans les années 90, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place. Il y avait aussi ce qu'on appelait le MDA, je crois que Model Driven Architecture, qui faisait du code, qui générait du code qui était compilé. Tout un ensemble d'outils qui étaient très efficaces, mais bon, le développement visuel est resté quand même dans un coin un peu à part. En revanche, ce qu'on sait, c'est que tous nos outils de développement en tant que développeurs, ils ont beaucoup progressé. C'est-à-dire qu'on est parti du truc en l'interface de code qui était de la carte perforée, on a eu l'éditeur, on a eu Turbo Pascal ou Turbo C, les trucs visuels, l'éditeur syntaxique, la correction syntaxique, la complétion. Maintenant, on a la correction, le compilateur, quand on commence à taper, ça repère des erreurs de syntaxe. Maintenant, c'est complètement acquis comme chose. Puis personne n'a envie de coder avec un truc qui a un éditeur texte de base. Et on a les linters, les machins qui sont automatiquement intégrés aux IDE. Donc, on voit bien que des outils comme IntelliJ, pour ceux qui pratiquent, ou Visual Studio Code, ou d'autres, Eclipse pour ceux qui se rappellent, intégrer énormément d'outils comme ça qui assistaient le développeur. Ça, par contre, en revanche, l'outil qui assiste dans la réalisation du code, c'est un truc qui est presque transparent maintenant, mais qui a explosé et qui a largement contribué à une meilleure productivité, parce qu'on s'est aperçu que écrire du code avec des variables qui s'appelaient ABCDE, c'était plus trop jouable, et donc tous ces outils qui nous aident, qui nous assistent, nous ont apporté une meilleure qualité de code et de productivité qui allait avec. Et finalement, la conclusion, alors c'est un peu décousu parce que je l'ai pas répété cette presse, mais bon, il y a l'idée. C'est la conclusion que je trouvais rigolote, c'est ce gars-là qui avait écrit dans un tweet que les machines ne vont pas nous remplacer, les personnes qui utilisent les machines vont nous remplacer. Tout ça pour dire que finalement, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter en tant que développeur. La productivité sera sans doute améliorée, mais pas remplacée par une machine. Et c'est là où j'amène la question où, quand on est développeur, est-ce que c'est justement la productivité qui est le point le plus important de nos jours? Parce que si on se dit que on peut générer du code et que la productivité, finalement la productivité pour la génération de code, le temps passé à générer du code est de plus en plus réduit à l'aide d'outils, est-ce que c'est vraiment ça, quoi? Est-ce que c'est cet aspect de productivité qui est important quand on est un ingénieur logiciel? Donc, sachant que c'est quand même un sujet, pardon, je te coupe, la productivité qui est toujours très discutée là depuis quelques semaines, notamment. C'est revenu sur la table avec un article de McKinsey, je ne sais pas si tu as vu passer ça, et qui a fait beaucoup, qui a défini, en gros, qui a sorti un truc en disant oui, on connaît la formule pour mesurer la productivité des devs, et donc forcément, ça fait un peu toller. Et donc, je vois régulièrement passer depuis quelques semaines justement pas mal de contenu sur une réflexion, qu'est-ce que c'est vraiment la productivité, comment tu le mesures, et finalement, ça reste encore un sujet très, très subjectif. Et c'est là que pour le coup, on voit que le nombre de lignes de code, c'est pas ça, quoi. C'est ce qui fait sens. C'est plein de choses, mais on n'a pas le truc. Ouais, c'est une quête sans fin. Je sais que j'en parle souvent à des collègues ou des amis pour dire comment on fait pour mesurer la productivité. Moi, je me rappelle le projet il y a de ça 10-15 ans où
où il y avait un grand boom avec des outils comme Sonar qui avaient apporté énormément de choses, mais il y a des gens qui avaient poussé à l'extrême le truc en disant on va mettre des métriques de couverture de code, par exemple. De couverture de code par les tests. Qui reste quand même une bonne chose. Mais en fait, ce truc était énormément biaisé. Les gens avaient commencé à tirer dessus pour couvrir le code, mais à faire des tests qui ne valaient rien du tout, qui ne faisaient juste que passer dans le code. Donc bon, c'est toujours compliqué d'essayer de trouver des moyens de mesurer, en tous les cas. Il y a des choses, à peu près, si les gens jouent le jeu et essayent pas de biaiser le truc. Mais souvent, on va se retrouver avec des effets un peu à l'envers. Si à un moment donné, on veut mesurer le temps qu'il faut pour, je sais pas, mettre en prod, par exemple, les gens vont torcher la mise en prod au détriment de plein d'autres choses. C'est souvent ça que j'ai constaté. Moi, c'est important de mesurer, de se rendre compte que les trucs dérivent, ça c'est sûr. Mais souvent, le problème, c'est qu'on arrive toujours à créer un effet à l'envers, donc il faut contrôler. C'est une quête sans fin. Bien sûr, c'est le même sujet. Si jamais tu dis demain que les gens, tu les évalues sur le nombre de lignes de code, je peux te dire qu'il y aura plus là, on va plus s'embêter à essayer de refactorer, à faire un truc petit. On va dupliquer à fond et on va augmenter le score. Non, mais voilà, en fait, dès que tu mets une métrique et qui drive un truc sensible, forcément, derrière, les gens sont biaisés, quoi. Et à l'inverse, en fait, ce que tu payes tu gagnes sur le court terme, tu vas le payer sur le long terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait l'idée, faut livrer le truc en un jour, par exemple. Enfin, j'en sais rien. Donc les mecs, ils rushent pour coder en un jour. Donc ils torchent, ils font du couper-coller, des trucs comme ça. Et en réalité, comme disait un pote, quick win, long lose, quoi. En réalité, bon, les mecs ont fait donc super métrique, on arrive très vite, mais on est en train de créer la dette, ni vu ni connu. Parce que bon, ce truc va être reprenable, maintenable. Donc après, je pense que tout se joue sur la confiance, mais j'en reparlerai à la fin. Faut que, en tant que développeur, on soit. Ouais, bon, on va reparler après, mais c'est vrai que c'est compliqué de coller les métriques parce que très vite on va arriver à des biais. Je repense aussi à un autre truc, c'est que à cette époque-là, quand on avait mis en place les trucs comme Sonar, qui étaient de bons outils, il y avait un mec qui avait mis une règle, parce que bon, une fois qu'on a l'outil, il y a des gars qui s'amusent à mettre des règles, qui était que fallait que les fonctions ne dépassent pas 10 lignes. Je sais pas trop pourquoi. Il s'était dit que c'était une bonne idée. Et donc, ce qu'avait fait Legus en face, c'est qu'il faisait des fonctions qui s'appelaient les unes après les autres. Je sais pas si je t'en avais parlé la dernière fois, mais c'était assez poilant parce qu'ils avaient une fonction et à la fin de la fonction, à la 10e ligne, ils faisaient un appel à la fonction suivante qui faisait 10 lignes et ainsi de suite. Donc, ils avaient coupé un truc de 100 lignes en 10 fois 10 lignes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les dérives des trucs. Les dérives. Alors ça, c'est con, évidemment. Tu dis aux mecs, mais les mecs, si on a mis ces règles-là, c'était pas pour qu'on fasse ça, c'était juste. Bon. Mais en même temps, les mecs nous disaient, avaient dû répondre, moi je me rappelle plus, mais sinon le truc il passe pas. Tu vois, le voyant il passe au rouge, on se prend un tampon un tampon à l'envers, on se prend un coup de bâton et donc on peut plus bosser. Donc bon, il faut faire attention à faire des trucs qui tiennent la route. Il y a quand même des mesures qui peuvent être importantes, le nombre de bugs, les choses comme ça. On peut percevoir, par exemple, nous, je sais qu'on utilise un outil qui s'appelle Sentry, qui nous alerte typiquement lorsque tout à coup il y a des tonnes d'erreurs qui apparaissent suite à une mise en prod. Donc c'est des trucs qu'on surveille assez régulièrement. Bon, on fait des mises en prod en continu, mais si à un moment donné, à la suite d'une mise en prod, on voit un spike dans les erreurs, on se dit oh purée, il y a un truc qu'on n'a pas vu, quoi. Un souci, ouais. Et ça, c'est des mesures de run, c'est pas des mesures. Donc est-ce que après on se dit si on en a plein comme ça, c'est que ça pue, il faut peut-être qu'on fasse gaffe. Ouais, ça nous arrive, on fait des rétros, on se dit bon là, je suis plus dedans, j'extrapole parce que j'imagine, mais bon, on se dit là, il y a peut-être un truc qu'il faut faire. On nous release là, on est un peu trop YOLO. Il faut peut-être qu'on fasse il y a peut-être un truc qu'on a loupé quelque part, quoi. Il y a plus de tests à tel niveau. Il y a un truc à déconner dans la CI qu'on n'a pas vu, etc. Donc produire le code et se faire assister, c'est bien, il n'y a pas de problème. Se faire complètement remplacer par des machines, en fait, j'y crois pas. Pour moi, c'est qu'une abstraction en plus. On va peut-être créer un métier, on va peut-être créer encore un nouveau langage, un peu comme finalement les langages évolués, style Python, par rapport au langage machine. Ça crée une abstraction pour les développeurs qui simplifie la vie. Peut-être qu'on va avoir un langage machine learning assisté où les gars vont peut-être faire du descriptif. Ça va générer du code en dessous. Il y aura peut-être des corrections à amener ou savoir tourner les prompts. Pourquoi pas, voilà, mais c'est qu'une abstraction en plus qui va faire qu'on va, avec peut-être moins de lignes de code, donc à le même titre que l'assembleur par rapport à Python, il y a moins de lignes de code. Avec moins de lignes de code, on va produire des choses. Alors peut-être qu'avec moins de subtilité, avec plus d'overhead en termes de perf, etc., va savoir. Donc ça introduira d'autres problèmes qu'il faudra peut-être corriger, ou on dira c'est good enough.
Donc, je reviens au problème principal. Quels sont qu'est-ce qui fait, comment, alors on l'avait traduit en français sur quel est l'avenir, mais bon, Mmh. quel est le point qui fait que voilà, on est un bon ingénieur logiciel. Alors, je me suis basé sur un article suite à une recherche qui a été faite à l'université de Washington, où les mecs, finalement, ce qu'ils font, c'est que ils ont interviewé. Alors, ils sont allés chez Microsoft, c'est en partenariat avec Microsoft. Alors, d'aucuns diront que bon, Microsoft, c'est pas forcément une référence. Personnellement, je trouve quand même que bon, on peut quand même faire confiance sur ce genre de mesures, enfin, ce genre d'études qui est assez intéressant parce que Microsoft, quand même un gros éditeur logiciel, ils ont des bonnes pratiques, enfin ils ont quand même pas mal de choses, même si bon, il y a peut-être des produits plus ou moins bons, mais quand même en termes de développement logiciel, ils ont de la bouteille. Il faut voir hein, qu'ils sont revenus de très très loin. À la base, Word était complètement buggé dans les années 90 là, et ils ont mis en place tout un tas de méthodos pour arriver à remonter la pente. Entre Windows 95 et Windows NT, il y a eu tout un travail qui a été fait. Bon, je suis pas pro Microsoft, mais bon quand même, ils ont fait, on peut dire qu'au niveau ingénierie, ils s'y connaissent. Et donc ils ont fait un interview, sont allés voir les mecs. Alors du coup c'est c'est un article qui se base sur les retours des développeurs vus par eux-mêmes. Donc c'est ce que pensent les développeurs de ce qu'ils font, ce que fait un bon ingénieur. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient questionné une centaine de personnes, quelque chose comme ça, et ils leur ont dit, bah d'après vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes qu'est-ce qui fait un great software engineer. Je sais pas, je sais toujours pas très bien le traduire. Je pense qu'on voit le sens. Voilà. Et donc c'est assez marrant parce que finalement la productivité c'est un truc mais pas tant que ça. Alors là en fait dans ce tableau-là, je sais pas si ça se voit assez bien, mais bon il y a les différentes, ils ont trié ça par différents grands groupes. La partie un peu personnelle, ce qui caractérise le développeur lui-même. La partie un peu les décisions, être capable de prendre des bonnes décisions. La partie du coup sociale, l'interaction avec les collègues. Et puis la partie produit, software, ça dépend un peu, mais bon voilà, donc la partie un petit peu le soft en soi qu'on est en train de développer. Et finalement, la productivité, c'est une petite case ici qui est pas si importante que ça. Vu par les développeurs, la productivité, c'est important, mais c'est pas le truc le plus important. Ce qui est important, en fait, c'est alors le côté un peu. Alors c'est assez marrant parce que je viens de leur part passionné, open-minded et data-driven. Alors data-driven, c'est un truc assez récent, tout le monde n'est peut-être pas forcément dedans. Mais bon, le fait que, voilà, à titre personnel, on est à la fois ouvert, donc on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs, on est passionné par ce qu'on fait, donc en fait, si les mecs disent, les développeurs disent, voilà, si on est content, on aime bien ce qu'on fait, on s'intéresse au métier de développeur, on sera probablement un bon software développeur. Et on veut toujours s'améliorer. Ça c'est un point aussi, et ça c'est vrai. Bon, on le dit. Je pense qu'il y a des exemples style École 42 qui mettent qui mettent ça vraiment en avant, du genre être capable de s'auto-renseigner, s'auto-former, s'auto-améliorer. C'est des choses qu'effectivement on voit que dans notre métier, si jamais on laisse de côté, on reste dans une époque figée en 90, bon bah la technologie évolue sans arrêt, donc faut être sans arrêt un peu en train de regarder ce qui se fait à côté. Donc open-minded et improving, c'est un peu les deux qui se complètent. Les autres machins sont intéressants, persévérance, self-aware, executing, fier de ce qu'on fait, curieux. Bon, c'est un peu des choses, ouais, c'est intéressant, voilà. Mais bon, les vrais grands topics, c'est ces choses-là. Et data-driven, effectivement, c'est un point intéressant aussi. Donc, être plus porté sur les données, savoir comment. Alors, je me rappelle plus comment c'était interprété, si c'était plus interprété dans le fait que bah on mesure ce qu'on fait, quoi. Je crois que c'était ça le point. Donc on est capable de entre guillemets, euh, évaluer si ce qu'on fait est pertinent, etc., en termes de qualité, etc. Mais ça, je suis plus complètement sûr. L'autre grand volet, c'était bah, quelqu'un qui est un bon ingénieur. Et c'est là, en fait, donc, du coup, finalement, on s'aperçoit que la productivité, qui est le point où les machines, on peut se poser la question, bon, bah, finalement, ce point-là est pas si important que ça dans la partie software engineering, vu par les développeurs eux-mêmes. Decision making, c'est un point assez important parce que là, c'est un truc où il disait, et enfin dans l'article, il explique qu'effectivement, ce qui caractérise un bon développeur, c'est de savoir faire les bons choix au bon moment, les bons choix de code, hein, les bons algos, la bonne heuristique, et surtout décomplexifier les problèmes. Alors, il voit ça avec plusieurs aspects, voir l'arbre dans la forêt. Donc, essayer de trouver la bonne voie. Alors, c'est un peu où il y en a d'autres qui vont dire, un peu comme quand on fait de l'alpinisme, on prend la bonne route, hein, on va éviter de prendre la face nord ou les choses comme ça.
Penser différemment aussi, hein. Des fois, on est intriqué dans un truc, on a la tête dans le guidon et être capable de se mettre un coup de machine arrière et réfléchir le truc, repenser se tourner le problème différemment, etc. Ou même carrément revoir toute la structure de ce qu'on est en train de faire sous un autre angle. Et puis la complexité. Et en effet, c'est vrai que la complexité, ça arrive très vite, parce que c'est vrai que bon, ouais, dans les exemples, là, le code généré par la machine, là, c'est vite, c'est assez basique, hein, mais en réalité, ces choses-là, tout le monde sait les faire, c'est pas un vrai problème. Quand on arrive à vraiment avoir besoin de passer des caps, souvent, il y a un moment donné, il y a un problème complexe. Et il faut arriver à soit le décomplexifier, le tourner différemment, soit effectivement, bah, vraiment, c'est un problème complexe, il n'y a pas le choix, il faut se le palucher. Typiquement, je ne sais pas si je prends les algos du moteur de recherche Google. Bon, au début, ils étaient peut-être très simples, ils ont peut-être dû poser enfin, les règles de base étaient peut-être très simples, et au fur et à mesure, la complexité, elle a été introduite par le volume de données, peut-être, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un truc que la machine, elle n'est pas forcément capable, ou même c'est pas. Enfin, c'est là où c'est les limites des outils. Alors, plus ou moins, en réalité, hein, parce qu'on voit que typiquement l'algo de matrice, là, qui est un truc assez complexe, enfin, qui pose une complexité qui n'est pas humainement gérable, hein, la profondeur du problème, etc. Ça, on peut être assisté. Mais bon, souvent, le problème, il n'est pas là. C'est comprendre le monde dans lequel, enfin, le problème qu'on essaie de résoudre, le comprendre et savoir le décortiquer. Et ça, c'est pas évident que la machine soit capable de le comprendre, parce qu'en fait, quand on lui file l'algo, on lui dit de faire l'algo de la matrice, on lui a déjà fait la moitié, voire les 3/4 du problème, parce qu'on lui a écrit ce qu'on voulait. Et déjà, rien que le fait de formaliser exactement ce qu'on veut, c'est déjà une façon de résoudre le problème. Et finalement, donc on voit qu'on a fait la moitié, qui est plutôt très orientée sur la production, entre guillemets, écrire des choses et décrire et poser les problèmes. Et l'autre moitié, on s'aperçoit que c'est toute la partie portée sur l'extérieur, et la partie un peu qualité du code en soi. Ça, c'est la partie sociale. Et là, il y a un gros sujet là-dessus. Et c'est un sujet qui est assez récurrent en ce moment aussi, j'en entends souvent parler. Que bon, nous sommes des développeurs sociaux, surtout, alors je sais pas si c'est lié au remoting, mais le fait que on a de plus en plus besoin de partager. Alors là où les choses étaient implicites avant, quand on était dans les bureaux, là, le fait d'être beaucoup plus distribué, entre guillemets, avec le télétravail et des choses comme ça, amène la problématique d'être capable de partager peut-être de façon plus formelle les choses. Là où, bon, dans un bureau, on dit tiens, j'ai fait ça, viens voir. Bon, bah c'est bon, c'est fait. Ou on se prend un café, on discute. Bon, voilà. Et là, tout un ensemble de choses qui sont assez classiques, comme bon, l'honnêteté, je ne me rappelle plus, mais bon, savoir reconnaître à la fois ses erreurs, ou dire voilà, j'ai mes limites, j'ai besoin d'un coup de main, ou dire bon bah là j'ai peut-être été un peu optimiste. Ce genre de choses, et aussi partager avec les autres et intervenir et aider les autres. Alors il y avait tout un passage aussi, par exemple, alors c'était pas trop le cas en 2015, mais je le vois souvent cette partie-là sur toutes les problématiques de pull request. C'est un message qui te parle bien, toi, mais effectivement la capacité à capitaliser et ou mieux échanger sur les pull requests, c'est un sujet qui est assez récurrent en ce moment. C'est amusant parce que c'est un sujet que je pensais qu'il n'existait pas, enfin qu'il n'existait plus, mais en réalité il sera tout le temps là. Depuis depuis les années 2000, où où je participe à des projets open source, enfin moi je participe moins, mais au début, en 2000, je participais sur des projets open source de la Fondation Apache. Et à l'époque, c'était encore plus pénible. Il n'y avait pas forcément des pull requests, c'était des mecs qui faisaient des +1, -1 sur des votes par des mailing lists. C'était assez infernal. Et c'était l'enfer. Il y avait des mecs qui étaient prêts à se taper dessus parce que leur contribution passait ou passait pas, ou ils étaient membres donc ils atteignaient certains niveaux qui leur donnaient le droit de passer ou pas des droits de vote, entre guillemets, et ils passaient pas, ils approuvaient ou pas des changements. Et ben ça fait amener des guerres de clochers quand il y avait deux équipes qui avaient à peu près les mêmes niveaux de je crois que c'est encore le cas d'ailleurs, parce que je suis plus trop ce genre de point, mais les mêmes niveaux je sais pas comment on dit, de seniorité dans les projets, et qu'ils n'étaient pas d'accord, ça amenait des gros conflits. D'ailleurs, la blague étant que si on prend Linus Torvalds et qu'on regarde comment il s'est chauffé par moment, bon, je sais pas si c'est un exemple, mais ça montre que voilà, c'est à n'importe quel niveau, la situation est toujours là.
Donc oui, là, l'interaction, alors ça aide à faire avancer ou pas les projets, hein, parce que il y a des cas où les mecs sont complètement en opposition, les projets n'avancent plus, voire les mecs vont se tirer des balles et ça marchera pas. Mais bon, il y a tout un ensemble de points ici qui sont intéressants, le mentoring, la réputation, les choses comme ça, bon, qui sont des aspects sociaux très intéressant et plus ou moins pratiqué. Mais donc il y a des développeurs, des ingénieurs qui sont très très bons mentors, qui vont coacher les recrues, etc. Et en soi, ça en fait des great software engineers, comme on dit. Et après, la problématique autour du code et autour du produit qu'on développe. Et en réalité, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit que produire du code, c'est sympa, mais il y a plein de choses sur lesquelles dont il faut tenir compte. Alors, ils aiment bien dire elegant, du code élégant, c'est facile à dire, mais en fait, en soi, c'est très subjectif. Finalement, un des meilleurs points, c'est le long terme pour moi, c'est-à-dire que la maintenabilité du code, c'est-à-dire qu'on fait un truc, mais on sait que dans 6 ans, le mec qui repasse, il se dira pas quel est le con qui a codé ça, et s'apercevra que c'est lui-même. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, enfin en rigolant, hein, mais on est tous dans ce truc-là. Donc effectivement, réfléchir sur le long terme, donc ça revient à l'élégance du code aussi, à trouver une solution élégante ou une façon élégante de résoudre un problème. La créativité, les choses comme ça. Donc c'est oui, résoudre de façon élégante une partie du problème sur lequel on est en produisant un code qui serait créatif. Alors ça me paraît un peu subjectif aussi, les deux premiers, hein, élégant et créatif. Mais bon, indirectement, ça signifie qu'il faut être capable de réaliser quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et qui va... Moi, je l'ai souvent vu, hein, et c'est surtout dans les refactos, on s'aperçoit qu'on a un truc qui fait 200 lignes de code et on se dit, non mais là, il y a un truc qui va pas, et on réfléchit le truc et on le repond, on refactor et ça fait plus que 10 lignes de code et on fait, waouh, quand même, c'est cool, là, c'est vraiment, on a fait du bon boulot. C'est sûr que le produire du premier coup, c'est balèze. C'est pas toujours évident. Des fois, c'est pas possible. En fait, il faut avoir déjà fait un truc crado pour s'apercevoir du problème. Et c'est un peu ma philosophie, c'est que des fois, faut peut-être pas essayer tout de suite de trouver bon du premier coup. C'est en faisant plusieurs itérations qu'on aura une bonne compréhension du problème et qu'on arrivera à quelque chose d'ultime. Un peu comme les maîtres japonais qui font les sabres pendant 107 ans, là, qui poncent le truc jusqu'à ce qu'on arrive à avoir le meilleur acier. Bon voilà, j'ai fait un peu le tour des 4 gros points et effectivement, c'est un peu ce qui est résumé par la suite. Il y a la partie, la façon dont l'engineering est mené, plutôt côté management. C'est vrai que j'en ai peu parlé. Donc c'est les interactions justement. Et ça c'est la partie socio-technical comme ils disent dans l'article. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'interaction avec les autres est extrêmement important et c'est ce qui fait que, ok, en solo on peut développer des choses, mais on arrive à certaines limites et justement il y a la partie en équipe et du coup aussi avec la hiérarchie top-down qui fait qu'on arrive à créer les environnements qui sont adaptés à être le plus efficace. Donc là, effectivement, il reparle d'être capable de créer des safe havens, donc laisser donner des environnements pour que les gens puissent travailler de façon alors safe, alors, j'allais dire rassurante, mais bon, efficace. Et comme je disais, interagir avec les collègues, etc. Ça, j'en ai parlé aussi, c'est là le côté élégant. Et le dernier point, les décisions critical et effective decision. Et être capable d'apprendre. Donc voilà à peu près pour le... J'étais plus rapide. Ah ben non, j'ai fait presque l'heure. Merde, je t'avais dit que des fois je peux partir en live, mais voilà. Non, t'inquiète pas, on est dans les temps, c'est parfait. Alors, la blague, c'est que j'avais posé la question à ChatGPT, en quoi... Ouais. quels sont les bons trucs. Et bon, évidemment, il y aura un article qui a dû en parler. La preuve, l'article, je me suis inspiré. Et donc, forcément, il est capable de ressortir un truc qui est plutôt pas mauvais, d'ailleurs. C'est vrai. Bon, ça, c'est sûr. Hein, effectivement, que le problème a déjà été posé. Et finalement, le résumé ici est pas si mal. Je vous laisserai tenter vous-même de poser la question. Ça a peut-être évolué depuis. Et donc, moi, j'aimais bien rajouter ma petite touche perso. Parce qu'en réalité, dans ma carrière, souvent, je me suis aperçu, alors c'est mon expérience, c'est pas forcément une bonne expérience, enfin c'est pas l'expérience de tout le monde, et en fait la réalité c'est que chaque société, chaque groupe, chaque équipe, chaque développeur est confronté à des situations un peu uniques et c'est difficile de généraliser, c'est un peu comme les méthodos où les mecs disent on va faire du Scrum partout, ça va marcher, et non, en fait ça dépend un peu des équipes. Il y en a qui aiment bien des specs ultra précises, être peinard et bosser en tunnel pendant 1 an et ressortir. Je
je me rappellerai toujours d'un pote qui me disait à l'époque, il était chez Google, il travaillait sur Android, il disait bon, nous en gros, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais il disait, nous en gros, on va avoir la Google I/O à telle date. Notre objectif, c'est qu'à cette date-là, on ait, je sais pas, la 3D qui fonctionne dans les téléphones Android. Mon manager, je le vois, je sais pas, en mars, il me dit la conf, elle est en novembre. Je dis un peu n'importe quoi. Hein. Démerde-toi, faut la 3D. Salut, rendez-vous en novembre. Bon, j'exagère. J'exagère, mais bon, c'est un peu genre démerde-toi, on te fait confiance, t'as les ressources, tu te démerdes, voilà. Bon, donc et donc il y a pas d'interruption, tu fais ce que tu veux, tu gères ton temps comme tu veux. Bon. Donc comme quoi il y a des méthodos, il y a des choses, tout est un peu différent. Mais mon expérience, donc, c'est que souvent, bon, on arrive à des moments où quand on fait du soft, souvent au début c'est assez facile, on a des bons trucs, tout le monde se congratule, on se tape sur l'épaule. Ça va peut-être durer 1 an, peut-être. La code base est assez simple en général. Comme j'expliquais, souvent on a aussi l'illusion d'être super productif. C'est en fait souvent le cas dans les startups. On est assez productif, on produit vite les trucs. Mais arrive à un moment donné où bon, bah, on a quand même accumulé de la dette. Ça c'est inexorable. On peut pas faire autrement. Parce qu'on a fait des choix. Parce qu'à un moment donné, les mecs ont décidé qu'il fallait faire simple. Ou ils se sont dit bon, bah à ce stade, on n'a pas besoin d'une usine à gaz. On fait un truc avec 2 boutons, ça devrait aller. Mais arrive à un moment donné où bon bah ça suffit plus le truc, et on s'aperçoit que bon ce qu'on a réalisé en tant qu'ingénieur bah tient pas forcément la route. Alors peut-être c'est la volumétrie, les perfs ou la fonctionnalité ou je ne sais quoi. Et il va y avoir cette phase un peu de refacto. Et même il y a des choses aussi où moi j'ai bien su, je le dis souvent aux équipes, mais bon c'est pas forcément tout à fait facile de s'en rendre compte. C'est que bon bah il y a des moments où il faut qu'on développe un truc, il faut que ce soit faut pas tout de suite aller dans la solution ultime, ou faut pas forcément essayer de sortir le code qui marchera dans tous les cas de figure. Il faut essayer de produire un code qui respecte à peu près les standards qu'on s'est fixés. Alors les standards évoluent dans le temps, ils évoluent normalement de façon de plus en plus rigide, enfin pas rigide mais de plus en plus stricte, parce que justement le code devient de plus en plus important. Et on peut plus trop se permettre de faire n'importe quoi. Mais bon, et donc on assume par moment, il faut être capable d'assumer et s'en souvenir qu'on va avoir la dette technique qu'on se crée. Et en revanche, c'est là où c'est très difficile, c'est là où on a besoin de cette qualité, c'est d'avoir la discipline de dire bon, on s'est créé de la dette, bah maintenant on va se désendetter ça. Et là, ça devient très difficile parce que c'est un peu, c'est facile de faire des choses. Bon, c'est un classique que je sors. C'est facile de faire des choses compliquées, c'est difficile de faire des choses simples. C'est-à-dire qu'on arrive très facilement à rajouter plein de codes et des trucs autour, mais aller au cœur du problème et aller remonter la montagne, ce coup-ci par la face nord, parce que justement, on s'est fait des facilités. Alors là, c'est difficile. Et c'est là où il faut beaucoup de courage. Et pour moi, finalement, la vraie qualité du software engineer, c'était le courage. Et peut-être que des outils, peut-être que on le voit d'ailleurs, non, pas peut-être, les outils nous assistent, nous aident notamment dans l'analyse de code et des choses comme ça, à les tacler, repérer par quel angle attaquer les choses. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même se retrousser les manches. Il arrive toujours à un moment donné où il faut se retrousser les manches. Et c'est là où on a beau dire, bon, les machines ne feront pas ce genre de truc. Enfin, il y aura besoin d'avoir des décisions difficiles qui vont demander beaucoup d'efforts. Et c'est là où il faudra être courageux. Et c'est là où justement on aura besoin des personnes qui arrivent à aller jusque-là. Et donc, une façon de gérer ça, moi j'aime bien dire que bon, bah, le courage c'est sympa, mais finalement, c'est pas forcément simple, et on y arrive par de la discipline en fait. Alors c'est une façon de faire le truc. En fait, j'avais comme principe de dire les trucs chiants, si on en fait une routine, ça devient ça fait moins mal. Bon. Donc si par exemple tous les jours on se dit je vais refactorer 200 lignes de code, alors ça devient une routine, peut-être que ça passe mieux. Bah, c'est vrai que là, en plus, dans ce sujet de la dette technique, ce qui est compliqué en plus à gérer, c'est que c'est pas, tu as effectivement, comme tu dis, le courage de la personne à aller rentrer dans le code, mais c'est des sujets souvent où on doit aussi, en tant qu'équipe, comment dire, se battre, les convaincre que finalement, on va peut-être pas livrer de la feature pendant 2 semaines, mais qu'on a besoin d'entretenir un peu, enfin de réparer, ou voilà. Et parfois, on n'a pas aussi enfin, on a aussi des ressources qui sont un peu limitées, c'est-à-dire on va nous laisser 1 jour, parfois 4 jours pour faire un truc. Oui. Et c'est là aussi qu'il faut trouver, bon, bah, par rapport au temps que j'ai, aux moyens que j'ai, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va. Oui, bah, c'est le fameux triangle. À un moment donné, on n'a pas les moyens, donc on doit rogner sur ou la qualité, ou merde, c'est quoi le truc C'est quoi le troisième truc? Qualité, coût, délai, non? C'est ça? Ouais, feature, qualité, moyen, Ouais, je sais quoi, plus. ou prix. Ouais. Bon, bah, par moment, enfin, le prix ou le temps, c'est un peu souvent le même truc.
Et donc, par un moment aussi, nous, c'est très commun dans notre métier, c'est qu'il y a un client qui a demandé à avoir on a des besoins avec un planning, hein. Il faut livrer le truc tel jour, donc en fait, on ne peut pas tout faire. Donc, on va être obligé d'être coincé parce que, on va pas pouvoir tout faire. Donc, il va falloir faire des trade-offs. Donc, moins de code ou moins de features, au choix. Alors, la qualité, à des moments, nous, par exemple, là où on est, maintenant, le curseur qualité, il bouge plus, hein. On dit la qualité n'est plus un compromis. Donc, on va soit limiter le temps, soit la feature. Voilà, donc ça peut être un peu embêtant. Sauf rares exceptions où on dit bon, on prend le risque parce qu'il y a vraiment un problème de timing et il faut qu'on fasse le truc, mais ça va être, ou alors on mettra plus de moyens, mais à un moment donné, bon, c'est compliqué. Donc il y a un genre de trade-off qui s'introduit, mais le curseur le moins souple, ça va être la qualité. Ce truc est très vrai, hein. Et bon, et quand on est en startup, par exemple, au début, on s'en fout un peu. C'est plutôt le prix, hein. On n'a pas beaucoup de moyens, donc il faut faire avec. Beaucoup de features, peu de qualité, et pas beaucoup de moyens. Ouais, tout à fait. Il faut rattraper le coup de l'autre côté, et c'est là où il faut faire les efforts. Ceci dit, c'est vrai qu'on est passé par là aussi au tout début, mais finalement, même quand tu es en startup, je me dis, quand tu as les compétences, quand tu as acquis ça par d'expériences précédentes, finalement, ça ne te fait pas gagner forcément du temps de faire les choses un peu salement, quoi. Et c'est un peu de discipline. Oui. Des fois, tu peux gagner un peu de temps, mais bon, au final, non, mais t'es aidé, tu peux arriver à construire. Ouais, voilà. Tu peux t'aider salement, en fait, c'est exagéré, parce que maintenant, on a quand même vachement d'outils. Tu peux quand même être assez efficace. Et, souvent, pour bootstrapper, tu as énormément de trucs qui ont déjà été faits, qui sont bien faits, des trucs bien documentés. Donc, ça évite de faire des mauvaises routes. Mais arrive une limite, c'est-à-dire que c'est comme ChatGPT, il va te coder les premières briques, mais après, quand tu vas aller plus loin, donc comme pour le jeu d'échecs, là, t'es perdu, quoi. Donc, au début, tu peux aller assez vite. Maintenant, de nos jours, tu as quand même énormément d'outils qui te permettent d'aller beaucoup plus vite. Et je prends même votre outil, typiquement, vous voyez, lui, il va plutôt jouer sur la partie sociale, mais effectivement, cette partie-là, se faire assister là-dessus, les bonnes pratiques, les choses comme ça évite de partir à la dérive, parce que c'est vrai qu'au début, on s'en préoccupe pas, chacun fait son code un peu foireux, on se dit, bon, on verra plus tard. Mais si dès le début, on pose des bons cadres, etc., et sans trop mettre de contraintes, en fait, c'est ce dont on se rappelait, c'est que nous, on a tout de suite mis des linters, parce qu'on sait que quand tu passes à ton linter à la fin, que tu as je crois que d'ailleurs, oui, là où je suis, on a mis en place un linter plus évolué et ça a sorti 8000 erreurs. Bon, c'est 8000 fois la même, mais bon, 8000 erreurs, c'est décourageant quand même. Vaut mieux le faire. C'est vrai que tu as quand même un effet qui amène comme ça un truc un peu décourageant où tu as plus envie d'éteindre la machine que d'essayer de corriger les choses, quoi. Ouais, ou alors c'est là. et puis par rapport au cadre de l'IA, c'est un sujet aussi sur lequel on travaille chez Promise. Et finalement, c'est vrai que faire générer du code par une machine, c'est bien. Et c'est vrai qu'après, il y a quand même un autre sujet. Bon, ça, c'est un autre débat qu'on n'aura pas forcément le temps d'avoir. Mais si on accepte tout ce que nous recommande l'IA quand on est en train de coder, finalement, l'IA connaît pas forcément nos standards, nos bonnes pratiques. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, quoi. C'est que l'IA a appris des choses. Sauf que même si tu apprends que sur le code de ton entreprise, dans pas mal de boîtes, il y a quand même à boire et à manger dans les bases de code, donc il faut un peu filtrer. C'est là qu'effectivement, et ça ce sera le sujet d'un de nos prochains webinaires, nous comme avec Promise, on travaille sur la création de ces standards. On permet un peu de faire le filtre, justement, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Mais c'est un peu un risque, nous, avec beaucoup de boîtes avec qui on échange, qui utilisent des copilotes ou autres, se dire, ouais, on a l'impression d'aller plus vite, mais il faut voir aussi ce qui est rajouté en termes de code. Voilà. Et ça, je pense que c'est une réflexion aussi que beaucoup de boîtes font. À mon avis, votre outil, effectivement, si vous arrivez à extraire la structure, du coup, aller au-delà, aller encore un cran au-dessus, effectivement, assister dans la génération pour respecter en plus des standards qui seraient définis à la suite de review sur les pull requests et de collaboration d'équipe. Ça peut aider à faire converger les choses. Mais là, vous êtes une pierre du truc, mais si vous remontez effectivement sur la génération, la code assist plutôt que la génération, bien un peu moins là en ce moment. Bon, ça pourrait s'améliorer. Assister dans la génération de code, dans la complétion selon les standards ou les précos, ça va dans le bon sens et c'est une bonne chose. En fait, ce qui est assez impressionnant, j'ai quand même des collègues, des connaissances qui utilisent à fond et qui ne se verraient pas revenir en arrière, hein, qui utilisent donc le code assist. Pour eux, c'est comme la complétion, comme le même effet que ce que la complétion a fait pour moi, par exemple. Moi, je le sens pas, là, le code assist, mais pour eux, oui, ils disent, je commence à taper, j'ai déjà les trucs, je comprends pas pourquoi je m'emmerde.
On verra sur la durée aussi l'impact. Tout ça, c'est encore un peu nouveau. Je pense, enfin, il y a des use cases qui s'y prêtent bien parce qu'ils sont mal foutus. Les CSS, les trucs comme ça, c'est peut-être des cas, mais bon, je ne sais pas trop en fait. Ça dépend ce qu'on fait. Parce que les CSS, si c'est bien industrialisé, je pense que ça devrait pas être si gênant que ça. Mais là, pour le coup, je connais moins bien cette partie-là. Ouais. Bon, en tout cas, écoute, Alexis, je vois qu'il est 13h30. On est parfois au niveau du timing. Ben, écoute, en tout cas, je te remercie à nouveau parce que c'était hyper intéressant. J'avais déjà vu effectivement ta conf en replay. Elle est dispo en anglais si voilà, il y a des personnes qui sont plus à l'aise. Mais Et je plus pense courte. que là, on a eu le temps, voilà, plus courte. Et là, du coup, on a pris le temps de la dérouler. Donc, non, c'était un sujet hyper intéressant. Donc, je te remercie encore d'avoir accepté de venir participer à ce webinaire. Et j'en profite juste pour terminer. Je vais aussi rapidement montrer les prochains webinaires, enfin dire deux mots. Et c'est intéressant parce qu'il y a des sujets les deux prochains, finalement, c'est assez lié à des sujets qu'on a retrouvés aujourd'hui. C'est-à-dire que notre prochain webinaire, le mardi 7, on va présenter essentiellement ce qu'on vient de sortir dans Promise en termes d'IA. Nous, on n'est pas encore sur la partie coding assistant, mais on est plus sur comment on va assister les profils tech lead dans les équipes, dans la montée en compétences, dans le partage de bonnes pratiques. Et donc, on a hâte de vous montrer tout ce qu'on vient de sortir justement à ce niveau-là dans Promise. Et 2 jours après, il y a donc Stan qui viendra nous parler de pourquoi aujourd'hui l'évaluation des devs est cassée. Donc il vient parler un peu sur dans les équipes d'ingénierie, comment dans les processus de recrutement, jusque dans tout le suivi qu'on fait au niveau des ingénieurs, qu'est-ce qui pose problème dans la manière dont on évalue les compétences et on se repose un peu la question de c'est quoi vraiment les compétences. Donc il y a quand même des choses qui vont se retrouver dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et à mi-novembre, on a Guillaume qui est responsable développeur expérience chez Black Market qui nous expliquera comment son équipe facilite la vie de 300 ingés. Voilà, comment on met en place des outils, des process pour lever les points de friction et permettre aux équipes de délivrer de la valeur au maximum. Donc voilà, on a trois prochains webinaires qui vont être assez chouettes et qui sont tous dispo sur notre page webinarpromise.com, sauf celui de Guillaume qui n'est pas encore tout à fait finalisé. Mais voilà, vous recevrez... vous verrez les infos passer très prochainement. Écoute, Alexis, je crois que tu disais que tu allais peut-être faire des confs bientôt. On peut te croiser à certains événements avant la fin d'année. Je vais retourner à Montréal, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je recommande à tous ceux qui s'intéressent au Canada d'aller faire un tour à Montréal. Oui, j'irai faire à nouveau la conf à Montréal. Okay. Et sinon, des Vox aussi, comme étant parisien, c'est quand même plus sympa. Alors, je ne sais pas si j'y serai ou pas, mais j'y serai en tant que participant, hein, pas forcément en tant que speaker. Et donc, voilà, mais c'est vrai que je suis pas mal chargé quand même, donc je peux pas en faire autant que ça. Ça marche. Non, il sera en tant que sponsor au Devox dans 2024 pour l'année prochaine. Oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que j'aille te voir si je passe dans le coin. Ouais, bien sûr. Ouais. Super, écoute, ce sera le mot de la fin, Alexis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci Eric. Merci à tout le monde. Passez une excellente fin de semaine et un bon week-end par avance. Ciao tout le monde. Bye bye. Merci. Encore merci beaucoup.